En manchette aujourd'hui, les infirmières sonnent l'alarme en Abitibi-Témiscamingue et on se dirige vers une décontamination importante à Duparquet. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. 83% des professionnels en soins de la province affirment ne pas être en mesure de donner tous les soins requis aux patients en raison de leur charge de travail trop élevée. Et André, c'est du moins ce que révèle un sondage de la Fédération interprofessionnelle du Québec qui tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. Et ce n'est pas la première fois qu'elle attire cette sonnette d'alarme. Donc, en juin dernier, il y a 10 000 professionnels en soins de partout au Québec qui ont répondu à un sondage national. Et Mélissa, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une forte majorité de professionnels en soins qui avancent ne pas être capables de donner l'entièreté des soins nécessaires aux patients dans les établissements de santé du Québec. Et dans la région, parmi les soins qui ne sont pas faits dans leur ensemble, qu'on dénombre le plus auprès des professionnels, eh bien, on a par exemple développé, mettre à jour des plans de soins et de santé aux patients, mais aussi les éduquer pour retrouver justement une condition physique optimale ou mentale. Il y a aussi de réconforter les bénéficiaires et de leur répondre dans un délai maximum en 5 minutes aux demandes d'assistance. On ne peut pas leur en vouloir, elles en ont trop sur leurs épaules. Souvent, il y a le temps supplémentaire obligatoire qui fait qu'on oblige les professionnels en soins à demeurer sur les départements pour avoir des ratios suffisants. Ou souvent, il y a ce qu'on appelle du non-remplacement. Donc, on ne remplace pas une infirmière qui, par exemple, va avoir pris un congé maladie la journée même. Donc, ça va répartir un nombre de patients en fonction des infirmières qui vont être sur le département. Donc, c'est ce qui crée cette surcharge de travail-là. C'est pas normal, des fois, de voir une infirmière avec 175 patients en CHSLD. C'est sûr qu'il va y avoir des soins qui ne seront pas faits dans les délais. Et André, ce n'est pas tout, puisque le sondage révèle que 42% des répondants songent à quitter leur emploi. Et ce qui est le plus inquiétant, selon la FIC, Mélissa, c'est que les professionnels ayant cette intention, eh bien, elles le feraient à court terme. C'est les 18-34 ans ainsi que les 55 ans et plus qui y songent le plus. Bonne nouvelle toutefois, le recrutement à l'international qui se poursuit. On a accueilli d'ailleurs une quarantaine de professionnels au cours des derniers jours. Mais le défi, selon Jean-Sébastien Blais de la FIC-SAT, eh bien, c'est de les garder dans nos établissements de santé. C'est très inquiétant pour nous. Il faut que les conditions de travail s'améliorent pour que ces professionnels en soins-là demeurent dans le réseau. Ça passe par, oui, des horaires innovantes comme on est en train d'implanter, mais ça passe aussi par toutes sortes d'autres de conditions de travail. On met beaucoup d'énergie pour le recrutement, mais il faut s'assurer que ça ne soit pas en vain et qu'on ait une certaine forme de rétention. C'est pourquoi, depuis 3 ans, qu'on demande le statut particulier en Abitibi-Témiscamingue. Bon, Mélissa, on tient quand même à rassurer la population au niveau de la FIC-SAT. Il n'y a pas de soins jugés critiques qui sont délaissés ou qui ne sont pas faits dans leur entièreté. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Je m'entretiens d'ailleurs avec la présidente nationale de la FIC cet après-midi, question d'avoir son point de vue sur ce grand sondage qui a été fait à travers le Québec, mais aussi sur l'avancement des négociations avec le gouvernement Legault, parce que, rappelons-le, les conventions collectives des professionnels en soins qui sont échues comme plusieurs autres travailleurs du secteur public. D'ailleurs, 3 infirmières québécoises ont encaissé un salaire record de plus d'1 demi-million de dollars l'an dernier grâce à de nombreuses heures supplémentaires et aux généreuses primes en place depuis la pandémie de COVID-19, selon le Journal de Montréal. Des infirmières auxiliaires de l'Abitibi-Témiscamingue auraient même touché jusqu'à 305 000 dollars en salaire pendant la dernière année, 46 000 en salaire de base, 139 000 heures supplémentaires et plus de 70 000 en primes. Je trouve ça inquiétant de voir que quelqu'un va avoir fait autant de temps supplémentaire dans une année. On comprend que la pénurie est là puis que les gens pourraient travailler jour, soir, nuit à longueur d'année, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être fait durant une longue période. Donc, j'espère que cette professionnelle en soins-là va bien. Et puis, en fait, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des balises qui soient mises aussi. Comme, en fait, les chauffeurs d'autobus ou les chauffeurs de camions, en fait, qui ont un maximum d'heures à faire. Chez nos professionnels en soins, ça n'existe pas. Dans le secteur minier, une centaine de citoyens sont allés entendre les dirigeants de First Mining, propriétaires de mines d'or du Parquet, hier soir. Et ils ont applaudi la mise à jour de l'entreprise près d'1 an après l'annonce du projet de relance de 809 millions de dollars prévu pour 2031.
Déjà, la promesse de nettoyer plus de 4 millions de tonnes d'anciens résidus sur ce qui s'appelait avant la mine Beatty semble sourire aux gens de la ville, tout comme l'intention des dirigeants de permettre à la municipalité et à ses résidents de récupérer des espaces propriété de la minière depuis des décennies. C'est des projets qu'on voit qui sont solides, qui sont sérieux dans les démarches. Comme on dit, on est loin d'une ouverture, mais qu'on va dire, ça augure très bien. Puis l'avenir va nous dire où est-ce qu'on va se rendre, mais les nouvelles sont bonnes. Alors moi, j'ai hâte que ça commence, mais on ne verra pas ça de mon vivant. J'ai 80. L'avenir de la ville, puis peut-être nous autres, on ne sera plus là, mais on a des enfants, des arrière-petits-enfants. Fait probablement qu'eux autres, ils pourront en profiter. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous pour ou contre plus de projets miniers dans la région? Pour voter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Toujours dans le monde minier, l'Abitibi-Témiscamingue se démarque en matière de santé et sécurité. 105 travailleurs miniers sur 169 récompensés lors du 57e colloque annuel en santé et sécurité du travail de l'Association minière du Québec sont issus de la région. Et une mention spéciale a été décernée à Sylvain Bureau de la mine canadienne Malartic, propriété de mine Anico Eagle. Ce dernier signe le record du nombre d'heures travaillées sans accident de ses équipes, soit 750 000 heures. Les travaux du pavillon Phénix du Savoir vont de bon train à la SAR. Et parmi les changements les plus importants, le directeur général adjoint du centre de service scolaire du lac Abitibi confirme que le gymnase sera 2 fois plus grand et que la superficie de la cour d'école sera triplée. On rappelle que cette nouvelle école primaire va remplacer le pavillon Victor Cormier qui a été incendié en 2019. Plus de 25 millions de dollars ont été investis pour ce projet et jusqu'à 190 élèves vont être accueillis pour l'ouverture officielle à l'automne 2024. L'hiver va s'en venir, fait qu'ils vont faire un rush pour l'extérieur, mais l'intérieur, il s'en vient de plus en plus là, meublé pour tout ce qui est peinture, puis l'électricité, tout ça, c'est vraiment bien. Puis la fenestration, c'est vraiment un nouveau concept des écoles, c'est qu'il y a tellement de lumière qu'on n'aura pratiquement pas d'affaire à allumer la lumière l'été, c'est vraiment bien au 2e étage, de toute beauté. On se déplace à Val-d'Or maintenant. La crise de l'itinérance se poursuit, mais de nouvelles solutions ont été mises en place dans la municipalité. Plus de détails avec Emilia Laliberté. La mairesse de Val-d'Or et le conseiller municipal Benjamin Turcotte reviennent du sommet municipal sur l'itinérance jeudi dernier à Québec pour trouver des pistes de solutions. La situation de l'itinérance est encore très présente en Abitibi-Témiscamingue, selon le conseiller municipal Benjamin Turcotte. Oui, on a une situation d'itinérance à Val-d'Or. Ça fait une douzaine d'années. On a, selon le recensement officiel publié là, par le gouvernement, en région, 157 individus en situation d'itinérance. On s'entend qu'il y en a une bonne proportion à Val-d'Or. Les discussions semblent avoir avancé lors du dernier sommet sur l'itinérance, mais pour M. Turcotte, il reste encore du chemin à faire. En effet, au sommet, le gouvernement s'ouvrait là, ouvert à participer, à prendre ses responsabilités parce que c'est un dossier qui lui appartient, l'itinérance, là, avec les services sociaux. Donc, le ministre Lionel Carman était présent, a répondu à l'appel des municipalités. Puis, il y a des sommes qui ont été annoncées, mais les maires et les mairesses ont insisté sur le fait que ce n'était pas suffisant. Dans le dossier du château Marie-Ève, ce sont une dizaine de personnes à risque d'itinérance qui ont fait leur entrée au château. Ce projet d'habitation sera constitué de 41 logements sociaux en plein centre-ville. Le projet est piloté par la Piole de Val-d'Or. Le président du conseil d'administration de l'organisme, Stéphane Grenier, se dit satisfait de cette nouvelle étape, même si le manque de financement au projet est encore bien présent. C'est la poursuite, la continuité. Là. Il faut installer les résidents, mais on se sent bien heureux de voir des gens quitter la rue pour obtenir un chez-soi. On va se concentrer sur des négociations avant avec la SHQ, voir il y a des nouvelles appels de propositions là, pour les logements sociaux, de l'argent neuf qui arrive d'Ottawa et de Québec. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, le bout de chemin qu'ils peuvent faire avec. Mais c'est sûr qu'on ne fermera pas le projet. Là, on vient de loger des gens, on ne les mettra pas à la rue. Au sommet à Québec, Val-d'Or a demandé une plus grande présence policière et l'instauration d'un centre de jour afin de pallier à cette crise. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et c'est ce soir qu'a lieu le premier spectacle de conte grand public de la comédienne Mélanie Nadeau. Intitulé Bretelles et dentelles, les gens sont invités à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda dès 20h. La conteuse va dévoiler de courts contes rassemblés. Les contes ont été écrits dans les dernières années et elle sera accompagnée à la guitare par Junior Fortin pour donner vie à ses interprétations.
On reste au culturel afin de valoriser le parcours des femmes en sciences. La bibliothèque de l'UQAT et du Cégep va accueillir l'exposition Les chercheuses en BD du 18 septembre au 23 octobre à Rouyn-Noranda. Les univers de 11 chercheuses provenant de toutes les universités du réseau de l'Université du Québec vont être présentés en format bande dessinée. Et c'est dans le cadre du 40e anniversaire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue que cette activité est présentée. Marc-Antoine Bernier, qui est membre du club de sauvetage sportif Damoclès de Val-d'Or, s'est illustré lors du festival de sauvetage du Commonwealth. Les festivités se tenaient du 15 au 17 septembre dernier du côté de Windsor en Ontario. Seul Québécois de la délégation canadienne de 20 athlètes, ce dernier a réalisé 3 records personnels, atteignant par ailleurs la finale B au remorquage du mannequin et au sauveteur d'acier. En équipe, il a pris part au final A du relais du portage, du relais medley et du lancer de la corde. Une dizaine de pays étaient présents pour l'événement qui se tient aux 2 ans. Et pour la saison à venir, Marc-Antoine a comme objectif d'être sélectionné afin de participer au championnat du monde à l'automne 2024 en Australie. À météo aujourd'hui, l'été n'a pas dit son dernier mot, même si l'automne essaye de prendre sa place. Il va faire généralement ensoleillé dans toute la région avec un maximum de 18 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on l'a vu ce matin sur nos voitures, un peu de gel. Eh bien, ça devrait continuer. Un avis de gel est toujours en vigueur. Les températures chuteront près du point de congélation dans la nuit de mercredi à jeudi. Sinon, ça va être dégagé avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. Il va faire un minimum de 1 à 4 degrés avec du gel par endroit. Avant de se quitter, la SPCA de Val-d'Or demande des dons de nourriture sèche pour les chats au vu de la surpopulation qui est en ce moment au refuge. Et ce soir, on va revenir sur la situation des soins de santé et des infirmières dans la région. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée, puis on se retrouve tout à l'heure.